Comment qualifier Jean Mallory? Est-il écrivain, éditeur, ethnologue, historien, géographe ou encore physicien? Osons le dire, à bientôt 94 ans, Jean Mallory est tout cela à la fois et bien plus encore, il est un mythe vivant. Géographe d'abord, il a découvert des fjords, cartographié des littoraux inconnus. Premier homme au monde à atteindre le nord géomagnétique en traîneau. Il a épousé ensuite la cause des Inuits jusqu'à devenir leur porte-parole et leur ambassadeur. Bonsoir Jean Mallory, bienvenue à vous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez écrit de nombreux chefs-d'œuvre comme Ultima Thule, véritable encyclopédie sur les Esquimaux qui paraît aux éditions du Chêne. Vous êtes directeur et fondateur du Centre d'études arctiques, président aussi, on va en parler, de l'Académie polaire de Saint-Pétersbourg. Peut-être d'abord pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire bonsoir, je suis ravi d'être ici en langue inuite. Nuanopunga, Ushlume, je suis très heureux d'être parmi vous parce que vous défendez la diversité culturelle, donc les Inuits. Alors le sous-titre de votre livre est « De la découverte à l'invasion d'un haut lieu mythique ». Vous avez participé à cette découverte. Quel danger plane aujourd'hui, Jean Mallory, sur le Groenland, sur cette terre des Inuits? Le Groenland est une immense île, géostratégiquement capitale, habitée par 57 000 habitants. Ils sont en grand danger. Ils sont presque indépendants, mais pas tout à fait. L'armée, c'est les responsabilités danoises, et la diplomatie, responsabilité danoise. Et ce peuple, je suis très attaché particulièrement à Thule, qui est au nord du Groenland. C'est le peuple le plus au nord du monde. Toute ma vie est liée à ce peuple. Il se trouve qu'ils ont été frappés par une calamité dramatique. 10 000 hommes se sont installés de l'armée américaine, US Air Force, dans un village de 30 igloos. J'ai lutté à la demande du grand chaman Utak. J'ai demandé au général de partir, go home. J'ai failli être arrêté. Puis l'affaire s'est poursuivie et je suis devenu conseil du gouvernement danois. On m'a donné une mission. Mais il faut se méfier des militaires, et particulièrement des militaires américains. Il avait été presque décidé, à la suite d'une requête du gouvernement danois, que tous les avions qui atterriraient à Thule n'auraient pas de bombes nucléaires. Je ne m'étais pas trompé en faisant cette requête. C'est vous d'ailleurs qui avez découvert cette base américaine en 1951. À l'époque, elle était cachée. Elle était cachée. Et en 68, 21 décembre 68, un B-52 s'écrase avec 4 bombes nucléaires. 3 se pulvérisent, une est toujours sous l'eau. Le temps passe et les négociations, le Groenland, qui est maintenant un gouvernement autonome, il y a un parlement, je suis conseil du président du parlement groenlandais, on fait croire qu'une nouvelle base qui est dans les glaces, qui est dans l'Inlandsis, à 40 km de la base de Thule, est là pour étudier les changements de climat, la météorologie, les glaces, et c'est ce qu'on nous a fait croire. Et c'est ce qu'on a fait croire aux Groenlandais. En fait, c'est le camp ceinturé. Il y avait là des kilomètres de tunnels sous 30 mètres de glace, et il y avait là des ogives nucléaires pour pouvoir atteindre plus facilement Moscou ou Pékin. En 67, elle a été fermée. Je vous dis, il faut se méfier des militaires. Ils ont dit, ils ont cru, nous sommes dans les glaces pour toujours, les glaces irradiées, les eaux usées, c'est la glaciation. En tout cas, c'est l'un de vos combats, la fermeture de cette base américaine. Parce que le réchauffement fait que les eaux vont vers la mer. Et ça contamine bien entendu les sols. Moi, ma demande en tant qu'ambassadeur pour l'Arctique à l'UNESCO, j'ai écrit à mon amie Irina Bokova, il faut qu'il y ait une enquête de l'UNESCO, il faut que le gouvernement américain nettoie ces eaux usées d'urgence, que le gouvernement danois participe à ses frais. Il faut protéger le Groenland. Jean Mallory, le réchauffement climatique est souvent sur le devant de l'actualité. Il y a eu encore la semaine dernière la COP22 qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc.
Qu'attendez-vous de ce genre de grand rendez-vous climatique, s'agissant par exemple du peuple inuit? Qu'est-ce que ça peut changer? Il faut être sérieux. On avait oublié d'inviter les peuples autochtones. Ils étaient simplement observateurs, mais ils ont leur pensée sur ce changement de climat. À l'UNESCO, j'ai demandé qu'il y ait une commission permettant à tous les peuples autochtones de la Terre d'être présents à la COP21. Ils sont sous tutelle, on ne les a pas entendus. Or, il n'y a pas peuple plus naturel que les peuples autochtones. Et je suis heureux. C'est-à-dire plus naturel, comment vivent-ils? Ça veut dire, c'est la tradition, chasseurs, pêcheurs, que ce soit au Brésil, dans l'Arctique, ils sont éleveurs, comme les Nénètes en Sibérie, ils sont chasseurs, puis ils évoluent, ils se transforment. Il y a environ ils sont 150 000 Inuits en Tchoukotka, en Sibérie, où j'ai conduit une expédition soviétique, en Alaska, au Canada, et surtout au Groenland. Et en quoi sont-ils impactés? Est-ce que c'est les ressources naturelles, l'alimentation qui commence à manquer? Comment ça se traduit? Non, la ressource n'est pas là manquée. C'est eux-mêmes qui doutent du destin qu'on leur propose. Ouais. Je suis heureux d'être à TV5 car c'est un SOS qu'il faut lancer. L'Occident ne sait pas où il va. Quand j'observe les élections américaines, je m'inquiète. C'est pas l'argent qui doit diriger les hommes. C'est la justice sociale, la diversité culturelle, et puis le respect de la terre. La terre a un esprit, et il y a là un équilibre, ce qu'on appelle en sciences cryologiques une hémostasie. Il y a une espèce d'ordre de la nature. Si vous ne le respectez pas, elle se venge. Et elle commence à se venger. C'est pour ça qu'avec le président Gorbatchev, j'ai créé à Saint-Pétersbourg une académie polaire d'État, qui est une école des cadres. C'est même extraordinaire que ce soit un Français qui est le fondateur, qui est le président à vie de cette école des cadres. Il y a 26 peuples du Nord, ils sont 500 000, et nous allons encore l'agrandir pour en faire un espace circumpolaire, pour former des élites, des médecins, des anthropologues. Et se joint à moi le grand archéologue français Henri de Lumelay, qui va conduire des équipes françaises, mais aussi autochtones, car il faut les former. Quel danger plane sur cette région du monde, particulièrement la Sibérie, l'exploitation gazière, pétrolière? Vous savez ce que sont les oligarques de toute nature. C'est le pétrole, c'est le gaz, il faut les surveiller. C'est pas seulement les oligarques, c'est l'armée. Donc ces espaces doivent être protégés dans notre intérêt. L'océan glacial est parcouru par des sous-marins américains, russes, britanniques, peut-être chinois. S'il y a une guerre, elle se passera en grande partie dans l'océan glacial. Donc le changement de climat facilite les liaisons. C'est vrai, c'est le progrès. Mais il y a un coût du progrès. Il est spirituel. Justement, il est spirituel. Vous êtes converti à l'animisme par un ami chaman. Vous avez découvert, puisqu'on parle de la Sibérie, la fameuse allée des baleines de Sibérie, un ensemble monumental de crânes de baleines disposés avec soin. Vous dites, les Inuits m'ont distingué des autres Blancs. En quoi cela a-t-il été une chance pour vous? Je suis français. Je suis un scientifique. Donc je suis dominé par des lois de la raison. Je me suis attaché à un ordre de la nature qui existe, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et comme je suis seul parmi eux, c'est ma règle, j'ai fait 31 missions, peu à peu ils m'ont transformé. Ce ne sont pas des hommes qui font des grands discours, ce n'est pas des Descartes, ce n'est pas des Emmanuel Kant, mais par des observations naturelles, peu à peu, ils me font comprendre que être inuit, c'est se mettre en état zen quand on regarde un trou de glace, quand on observe l'animal. Donc peu à peu, on s'imprègne de la nature et on passe dans un état second. C'est ce qu'on appelle en mystique se mettre en relation avec les invisibles. Nous sommes le 29 mai 1951, Jean Mallory, pardon de vous couper, vous atteignez avec un Inuit le pôle Nord géomagnétique avec 2 traîneaux à chiens.
Quel souvenir gardez-vous de cette aventure? Bien entendu, c'est largement évoqué dans ce livre avec des photos sublimes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a 3 pôles. Il y a le pôle géographique qui bouge peu, au 90e degré. Il y a le pôle magnétique, qui est le magnétisme à la surface de la Terre, qui a été découvert par le grand peuple de la mer, les Anglais. C'est en 1831. Et le pôle géomagnétique, c'est le magnétisme qui, au-delà de la tropopause, qui traverse le bouclier magnétique et traverse la Terre de part en part, et c'est dans le nord du Groenland qu'il la traverse. Et il sort dans l'Antarctique. C'est un pôle géomagnétique qui a été mis en réalité scientifique par le grand physicien mathématicien allemand Friedrich Gauss en 1835. Et je suis le premier homme à être allé au pôle géomagnétique. Ce qui est passionnant, c'est que je ne le savais pas. Mais je voulais absolument passer par ce secteur qui était très périlleux, comme appelé par cet espace singulier qui est ce pôle géomagnétique. Pourquoi les pôles sont importants? C'est qu'il n'est pas impossible. Vous me parlez de la COP 21. Ce qu'il y a de plus grand, la Terre n'est pas seule, pardonnez-moi, il y a la Lune, le Soleil, il y a Mars, puis il y a toutes les galaxies. On parle d'un renversement des pôles. C'est arrivé dans l'histoire géologique. Donc le pôle géographique et les autres pôles, peut-être à l'altitude de Dakar. Donc c'est ce qu'on appelle les grands changements telluriques. Et tout cela est parfaitement possible parce que la Terre respire et à l'échelon de l'univers, nous ne sommes pas seuls. Il y a en effet toutes sortes d'énergies et cette énergie a abouti à ce que les pôles géomagnétiques, les pôles magnétiques, se déplacent constamment vers le nord, que ce soit dans l'hémisphère nord, que ce soit dans l'hémisphère sud. Et c'est parce qu'ils se déplacent vers le nord qu'un renversement des pôles est possible. Alors, une dernière question peut-être pour terminer, elle est plus personnelle. En quelques mots, vous vous apprêtez à partir, vivre, finir vos jours. Il vous reste encore plusieurs années à vivre. Là-bas, pourquoi au juste? Non, je suis... Que voulez-vous? Je suis un homme qui a découvert... Ce n'est pas un simple effet de rhétorique, qui a découvert sa vraie personnalité primitive dans le très grand Nord. Je suis chez moi. Je suis en mesure de retrouver cette nature religieuse que je suis un peu perdu en Occident. Mais ce n'est pas seulement les hommes, c'est la glace. C'est ce grand désert. Et il m'est absolument nécessaire de savoir, comme me faisait remarquer le grand paléanthropologue Teilhard de Chardin, pourquoi l'homme sur la Terre? Pourquoi, depuis les vertébrés, les invertébrés, ce long cheminement prévu par l'évolution de Lamarck, de Darwin? Oui. Pourquoi sommes-nous privilégiés? Et c'est en regardant ces glaces et accompagné de ces hommes, que ce soit des nénès ou que je sois dans l'allée des baleines, il y a un sens des invisibles. Ils sentent que cette nature est dirigée par des forces spirituelles. Il y a là un état zen, et ce n'est pas par hasard que un disciple qui est japonais, ayant lu les derniers rois Tulé en japonais, a dit « Mais est-ce possible? Il y a un lieu aussi, comment dirais-je, inspiré. » Il est parti, c'était un ingénieur, il a épousé une femme esquimaude, il a 3 fils, il s'appelle Oshima Ikao. Cet Oshima Okao japonais est shintoïste. Je suis un peu dans cette direction, mais il est également animiste inuit. C'est Les derniers rois de Tulé, livre devenu culte à lire absolument, auquel vous faites référence. Vous avez créé la collection Terre humaine et bien sûr Ultima Thule, de la découverte à l'invasion d'un haut lieu mythique. C'est aux éditions du Chêne. Merci infiniment Jean Mallory d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes. On aura bien entendu votre cri d'alarme pour défendre le peuple inuit. Merci à vous.